Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Bonjour Michel. Salut Hervé, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la viande. En sachant qu'il y a des grandes polémiques autour de la viande, on va essayer de voir un petit peu quelle est la place de la viande dans notre vie, dans une alimentation saine et durable. Donc pour illustrer ça, quelle est la recette aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est tout viande, une entrée. Je vous amène en Asie avec de la bavette de l'ail émincée et marinée dans une sauce avec de la citronnelle. Ça va être bien savoureux. C'est ça. Voilà. Là, c'est en train de mariner tranquillement et je vais la snacker. Et des boulettes. Alors ça, c'est ma petite recette personnelle de boulettes de bœuf charolaise. C'est du bœuf à 5%. Et dedans, j'ai mes petits secrets que je vais vous dévoiler. T'as mis de l'ail? Il y a de l'ail, ouais. Il y a de l'ail. Ça se sent. Alors avec nous, on a Jean-Pierre Poulain, qui est notre alimentologue, sociologue spécialiste de l'alimentation. On analyse avec vous les modes de consommation des Français. Et bien évidemment, avec la viande, on va beaucoup en parler. Et puis François Chintron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur délégué de la coopérative agricole Sicarev. Tout à fait. En deux mots? Sicarev, c'est une coopérative d'éleveurs, des éleveurs qui se regroupent pour commercialiser leurs produits et valoriser leurs produits. Voilà. Et vous dirigez la section qui est en lien avec les agriculteurs et en charge justement de valoriser la production des éleveurs. T'as déjà préparé une entrée? Alors je suis en train, là j'ai des petits cœurs de sucrine et dedans je vais mettre la bavette snackée. Mais je la snack tout de suite comme ça, dans 2 minutes c'est prêt. Jean-Pierre, d'abord, les Français sont-ils ou pas des gros consommateurs de viande, à part moi? La consommation baisse. Elle baisse dans ce que l'on achète au supermarché ou chez le boucher. Mais ensuite, quand on regarde les différentes catégories, le bœuf réellement baisse, la volaille, c'est pas aussi simple que ça, et le porc. Mais quand on prend le marché global, on est étonné, parce qu'en équivalent carcasse, eh bien, on consomme plus que l'année précédente. Parce qu'il y a toute une partie... Équivalent carcasse? Oui. C'est quoi? C'est-à-dire, on prend la totalité de ce qui est mis en marché, à la fois au supermarché, dans la restauration au foyer, dans les fast-foods, et globalement, eh bien, il y a une consommation, c'est le grand paradoxe, on en consomme un peu plus alors que certains produits diminuent, et surtout ces produits emblématiques qu'est le bœuf. Alors, comment, François, on s'adapte justement? Comment s'adaptent les éleveurs? Il y a une baisse et puis une augmentation, machin, avec les carcasses, mais finalement, ça baisse quand même un petit peu. En tout cas, on en parle beaucoup. Comment vous vous adaptez? Oui, alors forcément, mais je dirais qu'en parallèle, on a aussi une baisse de la production, de moins en moins d'agriculteurs, avec le renouvellement des générations, etc. Mais après, on a encore une place formidable devant nous, puisqu'on sait qu'on a quand même encore de la viande d'importation, et que du coup, on a encore cette consommation à conquérir, qui est essentiellement dans la restauration hors foyer. Donc on a encore un panel devant nous à conquérir, quoi. Il y a moins d'éleveurs en France? Oui, les éleveurs baissent, la production baisse, baisse de façon importante, cause revenus, cause pyramide des âges, etc., etc. Pour nous, ce sont les vrais chantiers de l'avenir. C'est quel agriculteur demain? Alors, on a des internautes qui s'interrogent sur le bon apport de la viande. Combien de fois il faut en manger par semaine? Alors, manger trop de viande, on sait que c'est pas très bon pour la santé. L'excès expose à des risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les recommandations, c'est 500 grammes par semaine. Quand vous prenez un steak, une belle bavette ou une entrecôte, franchement, vous arrivez vite à 250 grammes. Ouais. Donc. On va contribuer un petit peu aux 500 grammes aujourd'hui. Cette entrée-là, c'est joli, ça? Voilà, petite entrée, c'est très parfumé. Ah ouais. Avec de l'huile de sésame, je vous laisse goûter. L'huile de sésame, c'est bien ça. Voilà, ouais. c'est grillé, ça donne vraiment du caractère. Et de la citronnelle, surtout pour cette bavette d'aloyau émincée finement, marinée et snackée vraiment 2 petites minutes, vous avez vu. Donc présentée dans une feuille de sucrine avec de la carotte râpée. Ça fait une petite entrée sympa, croquante. Ouais. Puis ça peut même se manger froid. Ouais, ah oui, carrément. Bon, ça c'est l'entrée à base de viande. Alors vous nous posez des questions. Un autre internaute s'interroge aussi sur l'impact de viande sur notre santé. Il nous demande quelle viande est meilleure pour la santé entre le bœuf, la volaille, le mouton et le porc. Alors en fait, parmi les 500 grammes de viande par semaine, on peut privilégier les viandes blanches, donc la volaille, et 1 ou 2 fois par semaine se faire aussi plaisir avec de la viande rouge. Il faut varier un petit peu tout ça. On dit que la consommation quand même globalement diminue en France. On parle beaucoup parmi les raisons invoquées pour expliquer cette baisse du bien-être animal. C'est arrivé du jour au lendemain cette histoire
part, grâce ou à cause notamment de ces images qu'on voit qu'on a vues dans les abattoirs? C'est arrivé progressivement. Il y a une quinzaine d'années, on a fait des études sur 7 pays européens. Alors, le nord de l'Europe était très sensible à ça. Et dans le sud, on disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, petit à petit, effectivement, il faut y voir ici la déconnexion des mangeurs urbains du monde de la production. Et de ce point de vue-là, quand on était à la campagne, le samedi, on coupait la tête au canard, et le dimanche, il était sur la table et on le mangeait. Les gamins avaient un frisson quand ça se passait, mais l'alimentation et la mort animale étaient insérées à l'intérieur des pratiques quotidiennes. Et aujourd'hui, les abattoirs se sont déplacés, on a fermé les petits abattoirs, c'est des grandes unités, et quand les mangeurs urbains voient ça à la télé, ils sont totalement tétanisés. Et c'est une des caractéristiques des sociétés modernes, qui est d'avoir perdu le contact de ce qui est la chaîne entre l'animal et ce qui se passe ensuite pour en faire de la viande. On est passé de l'artisanat à l'usine, en gros, un peu. Un peu, mais pas seulement. C'est-à-dire que la question, c'est le bien-être animal. C'était quelque chose qui était implicite dans l'idée de la qualité. C'est-à-dire que pour qu'une viande soit de bonne qualité, il fallait traiter correctement les animaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu perdu les échelles. La taille des exploitations nous surprend. La méconnaissance du monde agricole, et de ce point de vue-là, ils ont un travail à faire. Et puis, on idéalise les animaux sauvages, l'ours de Jean-Jacques Hano, ouais. Et puis on anthropomorphise les animaux de compagnie, et au milieu, les animaux de rente, on ne sait pas les penser. Alors justement, François, qu'est-ce que vous faites pour aller justement dans le sens de ce que cherche la société, c'est-à-dire on veut bien manger de la viande, mais on veut que les animaux soient heureux. Je voudrais déjà rebondir sur la notion de petits abattoirs ou d'abattoirs industriels. Notre coopérative, nous sommes propriétaires de nos outils de transformation. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise jusqu'au bout. Et un agriculteur, il ne supporterait pas que son animal soit maltraité jusqu'au bout. Après, je dirais que l'agriculture, elle évolue aussi. Il y a une amélioration des pratiques au quotidien, qui sont peut-être liées aussi à la taille des élevages. C'est-à-dire que, justement, on peut améliorer les pratiques quand on a des élevages plus modernes. Les agriculteurs... en ce moment, sont en train de s'insérer dans une multitude de cahiers des charges sur lesquels il y a des conditions de charte des bonnes pratiques et qui, en plus, sont contrôlés par des organismes indépendants. Et je vois tous les agriculteurs qui s'inscrivent là-dedans. Ils sont dans cet état d'esprit-là. Un agriculteur qui n'est pas dans les bonnes pratiques, mais pour lui, déjà, c'est un problème économique. On ne peut pas avoir des performances sur ces animaux si on fait des mauvaises pratiques. C'est un rapport de cause à effet. Là, tu fais cuire depuis combien de temps? Alors là, c'est les boulettes. Donc j'ai pris de la viande de bœuf charolaise. Ouais. Merci. Avec plaisir, à 5%. Je pense que ça s'y prête bien. Et donc moi, le secret des boulettes, c'est que je mets quelques biscottes dedans, que je mixe avec de l'ail, de l'oignon, du grana padano râpé. Et voilà, et je forme mes boulettes et ça donne des boulettes très moelleuses puisqu'on vient apporter ce moelleux avec la biscotte. Donc là, des petites tagliatelles, cuites 3 minutes, une sauce tomate maison qui mijote depuis ce matin, je dois le dire. On va y goûter, on va y revenir dans quelques instants. Il n'y a pas eu de salon de l'agriculture cette année. C'est terrible parce que, en plus, les agriculteurs ont une cote d'amour avec les Français qui est incroyable. Vous pensez que ça va durer? Est-ce que vous, les éleveurs, les agriculteurs, vous faites tout pour entretenir ça, même en matière de communication? Ce qu'il faut qu'il se mette en place, c'est une relation justement du producteur avec le consommateur, avec le minimum d'intermédiaires et des relations saines. J'ai envie de dire, les agriculteurs, ils n'ont pas été là que pour le Covid, quoi. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'ils espèrent, quoi. Il faut à un moment donné que le système soit encouragé pour ce que l'on appelle, nous, l'achat responsable. On est encore trop de viande d'importation dans les restaurants, dans ceci, cela. On va en parler. Et on peut pas ignorer tout ça, quoi. Et on va en parler du local. Un internaute nous demande si le corps peut se passer de viande. D'abord, on peut déjà rappeler à quoi sert la viande dans l'alimentation. C'est très riche en acides aminés. Les acides aminés, notre organisme ne sait pas les fabriquer tout seul. C'est riche en fer, en vitamine B, en protéines. Et tout ça, bien évidemment, est indispensable à notre organisme. Alors, il est quand même possible de se passer de viande, mais il faut bien sûr compenser avec des aliments qui sont très riches en fer. Et puis, bien évidemment, et heureusement, vu le nombre de personnes qui sont végétariennes, le régime végétarien, s'il est bien mené, qu'on compense bien le manque d'apport avec d'autres aliments animaux, bien évidemment, tout se passe bien et on n'a pas de problème. Jean-Pierre, on voit que certains consommateurs... et de plus en plus, c'est une tendance quand même, ont décidé de ne plus manger de viande du tout. Quand je parle de tendance, c'est une tendance plutôt urbaine, citadine, ou qui touche toute la France finalement? On est à un peu plus de 5% de végétariens aujourd'hui en France, 5,6%. Mais pendant très longtemps, on n'en voyait pas dans les enquêtes.
il ne se déclarait pas. Et le végétarien, avant, c'était un peu l'idiot du village, ou alors un peu le révolutionnaire, celui qui était en distance avec l'ordre établi. Et aujourd'hui, le statut a changé. C'est un peu le sauveur de la planète. Il y a un statut positif. Et donc, on se déclare plus facilement. Et il y en a 20% qui se déclarent flexitariens. Sauf que quand on va regarder... ça veut dire qu'on essaye de ralentir sur la viande, sur tous les produits animaux, et puis qu'on essaye de manger le plus possible de légumes. Quoi. Mais quand on regarde les 5-6 et qu'on rentre dans les menus, alors on a des surprises. Parce que 51% de ceux qui se disent végétariens mangent de la viande plus d'une fois par semaine. On a plaisir à se déclarer végétarien. Sous quelle forme ils mangent de la viande? Du jambon, de la viande, etc. On a plaisir à se déclarer. Mais ça, c'est vrai... Alors, ça veut dire qu'ils se déclarent végétariens, mais qu'ils ne le sont pas? Pas complètement. Les grandes cultures végétariennes posent le végétarisme comme un idéal, mais dans la pratique, les choses ne sont pas tout à fait la même chose. Pythagore était végétarien. Il faisait un végétarisme politique. C'est une manière de refuser l'ordre établi. Mais de temps en temps, quand il était, eh bien, il décidait de manger de la viande pour partager ce qui faisait communauté. Eh bien, cette question-là, nos végétariens, de temps en temps, quand c'est Noël, qu'il y a le foie gras à la maison... Bon, ce qui est une forme de tolérance, de souplesse voilà, aussi. Par exemple. Comment, François, vous faites pour, justement... Comment voyez-vous, comment les éleveurs voient ce monde végétarien arriver? Ça fait peur Ça fait peur, non, puisqu'on est qu'au stade du 4% pour le moment, 4-5%. Non, ce qui est le plus frustrant, je pense, pour un agriculteur, pour en discuter régulièrement avec eux, c'est le fait qu'on substitue une consommation de viande... Je vais la caractériser, à une galette de soja du Brésil, transgénique. Alors, entre le choix d'une galette végétale de soja du Brésil transgénique et une entrecôte label rouge charolaise élevée à l'herbe... François, justement, comme on dit qu'il faut manger moins de viande, mais de la meilleure viande, est-ce que finalement, on va finir par avoir besoin d'acheter de la viande plus chère? De toute façon, aujourd'hui... globalement, c'est un autre problème aussi, c'est que la viande n'est pas à son prix par rapport aux revenus des agriculteurs. Ça, c'est un vrai constat. Après, effectivement, je pense que si on veut avoir des pratiques plus vertueuses, etc., avec certains cahiers des charges, il faudra, à un moment donné, y mettre le prix, quoi. Ce circuit court, finalement, il faut aussi demander aux gens de se renseigner chez leur boucher pour savoir si la viande, elle n'a pas fait 3000 km pour venir. Chez le boucher, je suis pas inquiet. La vraie discussion, elle est dans notre restauration hors foyer, qui est une part grandissante de notre consommation et qui gomme les statistiques de baisse de consommation. Vous savez que dans la viande, dans la restauration hors foyer, les écoles, les maisons de retraite, les restaurants, 75% de la viande est importée. Donc là, il y a une vraie place. Parce que qu'est-ce qu'on entend par circuit court ? Le circuit court, c'est la vache du pré d'à côté ou c'est le national? Alors, dans certains cas, avec le boucher, ça peut être la vache du pré d'à côté. Alors, s'il habite Marseille, ça va être un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Mais ça peut être régional. Et dans la restauration au foyer, vivement la viande française, déjà. Je pense qu'il faut dire clairement certaines choses. Quand elles mangent de l'herbe ou quand elles mangent des produits locaux, c'est très très bien. Mais quand les bêtes mangent du soja qui vient d'Amérique du Sud, c'est à peu près pareil. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ici un travail de transparence à développer. Et toute la filière qui est en qualité, qui travaille avec des produits qui sont du fourrage, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais vous voyez, cette comparaison sur le soja, tout à l'heure, il faut s'en méfier, elle est très juste comme ça, mais on peut la porter aussi contre des formes d'élevage. Franchement, la consommation de soja, elle est quand même minime en élevage allaitant. Elle est minime. Et puis aujourd'hui, se développent des filières françaises de protéines animales. Il faut les pousser. On n'est pas, enfin... Vous savez, je suis issu du bassin charolais, je côtoie des éleveurs du Morvan. Moi, quand je traverse mon département, je vois que des vaches dans les prés. Mais vous êtes l'aristocratie de l'élevage. Non, pas forcément, parce qu'il y a une multitude de départements comme ça. Je ne pense pas que l'élevage français en soit là. Effectivement, si vous prenez de la viande d'Amérique issue de feedlot, des feedlots en France, trouvez-moi-en, il n'y en a pas. Et Hervé, donc, nous avons les boulettes de viande. Là, et là, franchement, entre l'entrée et ça... On n'est pas dans les 500 grammes, là. Ah non, si tu manges tout ça, je pense que tu es sur 200 grammes. Ça, ouais. Je goûte, ouais. Et après, je prends le plat. Si tu vois, il faut me doubler tout ça. En termes de prix, ce qu'ils viennent faire, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que plus on sait cuisiner, plus on peut utiliser des produits qui ne sont pas chers et les valoriser. Et apprendre à cuisiner, c'est contrôler ses dépenses. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec 2 bavettes d'aloyau, on peut faire une entrée pour 4 personnes. Merci beaucoup, François, d'avoir défendu les éleveurs et puis on leur souhaite bon courage. Jean-Pierre, merci. Nous, on va se retrouver très bientôt. Et merci, M. Hervé. Avec plaisir. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir.